Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 juillet 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Jasper Muniz, est avec nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être avec vous, Nima. Permettez-moi de commencer, monsieur l'ambassadeur, par les nouvelles escalades de ces dernières 24 heures. Les États-Unis ont attaqué 4 ponts en Iran, ainsi que des voies ferrées, et l'offensive semble s'enfoncer davantage à l'intérieur du territoire iranien. Mais toutes ces attaques que je viens de mentionner se situent dans le sud et l'ouest du pays. L'attaque iranienne, elle, a visé pratiquement tous les pays du Conseil de coopération du Golfe, sauf l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'a pour l'instant subi aucune attaque, ou du moins, rien n'a été rapporté dans les médias. L'une des cibles, la nuit dernière, c'était la Bahrain Petroleum Company, qu'on appelle BAPCO, touchée par l'un de ces missiles. Quand la guerre a commencé, monsieur l'ambassadeur, ce sont les États-Unis et Israël qui ont lancé les attaques ensemble. En ce moment, on voit bien que la phase actuelle de la guerre, c'est que les États-Unis utilisent les pays du Golfe pour attaquer l'Iran. Et la réponse iranienne vise ces pays du Golfe. Israël n'est pas impliqué là-dedans. Le Liban non plus. La situation, d'une certaine manière, ils essayent de la stabiliser. On a eu une nouvelle attaque au Yémen, une attaque de l'Arabie saoudite, et beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce que c'était? Quelle était la vraie raison pour que l'Arabie saoudite aille aussi loin? Mais si on se concentre sur, je poserai d'autres questions après, si on se concentre sur la situation actuelle de la guerre, est-ce que vous pensez que la voie du dialogue et de la diplomatie, tout ça c'est fini? Ou bien est-ce qu'il reste une chance, une petite lueur de raison dans ce qui se passe entre les deux camps? Eh bien, je pense que la diplomatie est morte dans ce contexte. Elle a été étouffée dès sa naissance à cause de malentendus et de l'incapacité des envoyés américains à agir de manière professionnelle, à chercher à clarifier les termes qui ne l'étaient pas. Résultat, on a assisté à un effondrement complet de ce qu'on appelait le mémorandum d'entente. Il faut d'ailleurs préciser que le concept même de mémorandum d'entente désigne un accord purement provisoire. Dans ce cas, un accord provisoire sur un cadre de négociation, on est aussi loin qu'on puisse l'être d'un véritable accord. Et dans l'usage américain, un mémorandum d'entente n'a aucune valeur juridique. Ce n'est pas un document légal, c'est au mieux un engagement moral. Mais dans le contexte Iran-États-Unis, bien sûr, c'est ça, la diplomatie. US context, of course, this is diplomacy, and in diplomacy, your word must be your bond. So you must. En diplomatie, votre parole doit avoir valeur d'engagement. Autrement dit, si vous faites une promesse, qu'elle soit juridiquement contraignante ou non, vous avez une responsabilité morale de la tenir. Dans ce cas précis, les États-Unis ont en pratique tenté de revoir l'ensemble des termes du protocole d'accord, tout en accusant l'Iran, lorsqu'il a réagi, de violer ce même protocole. Ce que nous voyons maintenant, c'est une spirale d'escalade. L'Iran va très probablement réagir à l'extension des bombardements américains sur les infrastructures civiles. Pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, l'Iran contre-attaque des bases américaines et certaines installations. Vous avez mentionné BAPCO, la compagnie pétrolière de Bahreïn, dans la région, visée en représailles aux frappes américaines. As reprisal for the American attacks. As you note, it has apparently not attacked Saudi Arabia. Et comme vous le savez, il n'a apparemment pas attaqué l'Arabie saoudite. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'Ansar Allah, les Houthis du Yémen, ont été provoqués par l'Arabie saoudite à lancer des attaques contre les Saoudiens. Tout a commencé par une attaque contre l'aéroport d'Abha, une région montagneuse qui faisait partie du Yémen jusqu'aux années 1930, avant d'être conquise par l'Arabie saoudite. Une région très marquée, très particulière. Cette attaque n'a pas été suivie d'une riposte saoudienne. Il semble donc que les Saoudiens aient reconnu que leur attaque contre l'aéroport de Sanaa était une erreur. En gros, ils avaient bénéficié de 4 années de trêve avec le Yémen.
Ils ont rompu cette trêve. Et maintenant, Ansar Allah, les Houthis qui contrôlent Sanaa et une grande partie du nord du Yémen, ont reçu de l'Iran la demande de bloquer à nouveau la mer Rouge. Et d'une certaine façon, ce qu'on voit là, Nima, je pense, en ce qui concerne l'implication américaine dans tout ça, c'est une sorte de parallèle, une répétition de l'effort américain précédent contre Ansar Allah, les Houthis. Cette opération avait duré presque 1 an, coûté plus d'1 milliard de dollars et n'avait absolument rien accompli. À la fin, la flotte américaine est repartie, a déclaré la victoire sans l'avoir obtenue, et s'est lavé les mains de toute l'affaire. Et je pense que c'est probablement comme ça que cette guerre entre les États-Unis et l'Iran va se terminer. Parce que je ne vois pas comment l'un ou l'autre pourrait vraiment déloger son adversaire. L'Iran ne peut pas se débarrasser de la marine américaine, ni des bases en Jordanie, des avions ravitailleurs stationnés en Israël et tout le reste. L'Iran a ses limites. Et les États-Unis ne peuvent pas non plus chasser l'Iran du détroit d'Ormuz, puisque la moitié du détroit se trouve du côté iranien. Donc, militairement, personne ne peut gagner. C'était évident depuis le début. La diplomatie a échoué. Il ne reste donc que Donald Trump, qui hier soir a prononcé un discours d'une incohérence remarquable, vraiment une parodie, une explosion d'absurdité qui, à mon avis, lui fera plus de mal que de bien auprès du public américain. La seule mention qu'il a faite de l'Iran, je cite, c'était « Nous gagnons largement avec l'Iran », ce qui est, bien sûr, totalement absurde. Les deux camps sont donc dans l'impasse. On se dirige vers une escalade de la violence. Plus les États-Unis étendent leurs bombardements aux infrastructures civiles en Iran, plus l'Iran frappera les infrastructures civiles dans les pays où se trouvent des bases américaines et d'où les États-Unis attaquent l'Iran. Une dernière réflexion. Je suppose qu'une des raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite n'a peut-être pas été attaquée, c'est que les Saoudiens continuent de refuser leur base sur leur territoire verbose aux États-Unis. Après tout, le vice-ministre des Affaires étrangères s'est bien rendu à Téhéran pour assister aux cérémonies funéraires du défunt Ali Khamenei, ce qui était un geste de bonne volonté. Et on peut supposer qu'il existe une certaine forme d'entente entre l'Arabie saoudite et l'Iran sur la manière de limiter le conflit entre eux. Mais, de toute évidence, les autres pays arabes du Golfe n'ont pas conclu un tel accord avec l'Iran et continuent de permettre l'utilisation de leurs installations par les États-Unis pour mener des attaques contre l'Iran. C'est donc une situation très dangereuse, et je dois dire qu'elle est aussi, politiquement, potentiellement très préjudiciable pour les États-Unis, pour Israël et pour d'autres pays, car en réalité, les États-Unis en sont revenus à faire respecter le blocus iranien du détroit d'Ormuz. Le pétrole ne sort plus, le gaz non plus, les navires n'entrent plus. On a maintenant un cas où ce n'est pas l'Iran, mais les États-Unis, qui ont attaqué un pétrolier, en l'occurrence un navire enregistré à Curaçao qui se rendait à l'île de Kharg, sans doute pour charger du pétrole iranien. En gros, il y a désormais un arrêt total des exportations de pétrole et de gaz depuis le Golfe Persique, parce que les Houthis bloquent apparemment la mer Rouge, et le temps presse. Le monde manque cruellement de certaines formes essentielles d'énergie fossile. Pour les États-Unis, on est probablement à 1 ou 2 semaines de manquer de brut soufré, celui qui sert à produire le kérosène et le diesel, qui sont la colonne vertébrale de notre système de transport. Et Donald Trump approche des élections de mi-mandat. Je pense que le discours incohérent qu'il a tenu hier soir était en réalité un acte de désespoir de sa part. Lui ou ses conseillers comprennent que s'il ne parvient pas à arrêter les élections ou à les détourner, celles de novembre, c'est fini pour lui. Vous savez, il va perdre le pouvoir.
Et d'une certaine manière, il l'a déjà perdu, parce que le Congrès, pour la première fois, lui tient tête. On a vu des votes pour couper l'aide à Israël du jamais vu. Ils n'ont pas abouti, mais c'était marquant. Et on a aussi vu une opposition claire au président dans sa tentative de fédéraliser le système électoral. Donc il subit une pression énorme et il n'ira nulle part en cherchant à intensifier le conflit avec l'Iran. And he's not going to get anywhere by escalating against Iran. Hier soir, certains rapports disaient que l'Iran avait visé le pont entre l'Arabie saoudite et Bahreïn. Ce pont est très important parce qu'il relie directement l'Arabie saoudite. Pour l'instant, je n'ai vu aucune image ni aucune vidéo montrant que le pont aurait été touché. Mais ça a été mentionné hier soir, et plusieurs médias ont rapporté que l'Iran l'avait pris pour cible. Cela dit, quand je regarde la liste des cibles iraniennes, on voit surtout qu'ils visent les bases, les radars, les systèmes HIMARS et toutes ces armes, même les abris pour avions de chasse, les appareils eux-mêmes, les avions ravitailleurs. En gros, ils se concentrent surtout sur le matériel militaire. Yes, including high altitude Oui, precision drones. y compris les drones persistants à haute altitude. Apparemment, ils en ont détruit plus d'une cinquantaine depuis le début de cette guerre. Alors ça pose une question essentielle. L'Iran tire de façon épisodique, mais je ne pense pas que cela épuise vraiment ses stocks d'armes. En revanche, les États-Unis se trouvent dans une position très précaire parce que les systèmes d'armes qu'ils déploient ne se remplacent pas en quelques mois, mais en plusieurs années. Et ça affaiblit la position américaine à l'échelle mondiale. Les États-Unis peuvent continuer à tenir dans le Golfe Persique, bien sûr, mais cela a un coût stratégique. À un moment donné, c'est pour ça que je cite l'exemple de la campagne contre les Houthis. Elle a dû s'arrêter, tout simplement parce qu'elle coûtait trop cher. L'usure des navires, du personnel, les armes utilisées, tout ça pour aucun résultat concret. Et je soupçonne qu'on va assister au même type de dénouement ici, mais ça prendra un certain temps. Unfolding of a result here, but it will take a while. Oui. À mon avis, si la guerre a conduit à l'annonce d'un cessez-le-feu, c'est à cause de la manière dont l'Iran attaquait Israël. Souvenez-vous, dans les derniers jours des 40 jours de guerre, ils ont frappé Dimona. Ils ont touché plusieurs cibles à Dimona. Ensuite, le cessez-le-feu a été annoncé pour mettre fin à ces attaques. Mais quand on parle des pays du Conseil de coopération du Golfe, la vraie question c'est à quel moment vont-ils dire « ça suffit » ? Quelle est pour eux la limite ? Comme je l'ai dit, une installation pétrolière a été touchée à Bahreïn et on va en voir d'autres. Quand ça touche le Qatar, ça peut ensuite atteindre d'autres pays, le Koweït, Bahreïn, peut-être les Émirats arabes unis, la Jordanie, tous ensemble. Ce n'est pas seulement une question de pays. C'est une question de marché pétrolier. C'est la manière dont ces attaques peuvent influencer toute la situation du marché mondial, celle qui préoccupe Donald Trump. Well, you're asking the key question. What is the war? Eh bien, vous posez la question essentielle, quel est le mécanisme de fin de guerre ici ? Et clairement, il n'y a qu'une seule réponse, et c'est peut-être l'Arabie saoudite qui l'a trouvée. Si elle est effectivement à l'abri d'une attaque iranienne, ce dont je ne suis pas certain, il y a peut-être encore, je pense, des forces américaines sur la base aérienne d'Al-Kharj, sur la base du Prince Sultan, au sud de Riyad et peut-être ailleurs. Donc la réponse, c'est de se débarrasser des bases américaines, parce qu'elles sont à la fois la cible et la justification des attaques. Et c'est très intéressant, à ce propos, d'entendre des responsables militaires américains, d'anciens généraux qui ont commandé le Central Command, parler de déplacer toutes les bases en Israël, reconnaissant en somme que ces bases ne sont plus défendables ni vraiment utilisables et qu'elles ont une durée de vie limitée. Ils vont devoir être évacués. Mais vous savez, c'est une décision importante. Personne dans le Golfe ne veut renoncer à son lien avec les États-Unis. C'est quelque chose de précieux pour eux.
La plupart de leurs armements sont américains. Ils savent que les États-Unis sont le seul pays capable de projeter leur puissance dans la région en cas d'urgence, comme on l'a clairement vu pendant la guerre du Golfe entre 1990 et 91. Donc, ils ne veulent pas rompre leurs liens avec Washington. Et l'administration Trump, dans ce contexte, est particulièrement difficile à gérer parce qu'elle n'a pas de stratégie cohérente. Elle est très susceptible et tout à fait capable de faire une crise de colère, ce qu'elle a déjà fait dans bien d'autres situations. Alors, comment retirer les bases sans perdre sa connexion avec les États-Unis? How do you remove the bases without losing your connection to the United States? How do you do this without Et comment faire ça sans une certaine humiliation politique? Parce que, vous savez, ça revient à dire, d'accord, on admet qu'on n'a pas d'autre choix que de faire la paix et de s'entendre avec l'Iran, même si on n'aime pas l'Iran. Donc il faut comprendre, les gouvernements arabes du Golfe, ils sont confrontés à des choix difficiles. Ce n'est pas simple. Il y a tout juste quelques instants, on a rapporté que l'Iran avait frappé une cible dans le port de Duqm à Oman. Selon les informations, ses forces militaires et un navire sur place auraient été touchés par un bâtiment iranien. L'Iran est... Duqm, c'est un port d'Oman, sur le golfe d'Oman. Il dispose à la fois d'installations de stockage de carburant et de zones de mouillage accessibles aux navires américains. Donc c'est un lieu, pas une base. Il n'y a pas de force américaine stationnée là-bas, de façon permanente, mais il y a des infrastructures de soutien pour les États-Unis. Et c'est évidemment ça que l'Iran a visé. Convaincre le gouvernement omanais, ainsi que d'autres, que ce niveau d'implication avec les États-Unis n'est pas seulement inacceptable, mais surtout trop dangereux pour être maintenu. C'est clairement l'objectif ici. Pardon, je vous ai interrompu. Oui. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que tous ces pays sont en train de devenir des bases américaines. Ce n'est pas seulement une question de bases installées à l'intérieur de ces pays, mais plutôt du fait que les États-Unis déplacent leur matériel, leurs forces, qu'ils sont présents un peu partout. C'est pour ça qu'ils obtiennent des renseignements depuis ces pays où ils se déplacent. Ils doivent frapper des cibles dans différentes zones de ces territoires. C'est ainsi que les Iraniens perçoivent la situation. Est-ce que c'est la recette d'un désastre à venir dans la région? Parce qu'avec le temps, ils vont frapper de plus en plus d'endroits dans ces pays. Eh bien, les États-Unis intensifient et l'Iran va répliquer. Franchement, oui, c'est une recette pour le désastre, pour tout le monde. Ça ne mènera à rien. L'Iran, vous savez, je pense que l'administration Trump n'a aucune autre méthode pour parvenir à un accord avec d'autres pays, à part l'intimidation. Et là, c'est une tentative d'intimider l'Iran pour le pousser à se rendre. Mais l'Iran ne se laissera pas intimider. Et vous savez, le peuple iranien va souffrir pendant que son gouvernement refuse de céder. C'est un fait. Mais je pense que, comme on l'a vu lors des immenses manifestations pendant les cérémonies en hommage à l'ayatollah Rouhollah Khomeini, le peuple iranien est prêt à souffrir pour l'honneur, le prestige et la sécurité de son pays. Et qu'ils apprécient ou non leur gouvernement actuel, au fond, ça n'a pas d'importance. Je reviens là-dessus, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de précédents. Pensez à la réaction du peuple russe face à l'invasion de son pays par les nazis. Ils n'aimaient pas Joseph Staline ni le système soviétique, mais quand leur patrie a été menacée, ils se sont ralliés à leur direction et en gros, ils ont vaincu les Allemands. Les Iraniens ne sont pas différents. Si vous attaquez leur pays, ils se défendront. Et d'ailleurs, je pense que ça peut très bien s'appliquer à Cuba aussi. Je suis sûr que beaucoup de Cubains ne sont pas satisfaits des résultats de leur gouvernement, ni de ses conséquences.
Mais ce sont des Cubains. Ce sont des nationalistes. Ils défendront Cuba. But they're Cubans. They're nationalists. They will defend Cuba. I think Je pense que tout ça ne mène nulle part de bon, comme je l'ai déjà dit. Et si les États-Unis lançaient vraiment une attaque terrestre, par exemple, en essayant de prendre l'île de Karg, je pense qu'ils se heurteraient à une résistance farouche. Et je ne sais pas, la guerre c'est toujours un pari. On ne sait jamais comment ça va finir. Mais l'Iran a 1 million d'hommes sous les armes, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. En tout cas, pas dans la région. L'Iran dispose aussi d'un important stock d'armes sur lequel il peut s'appuyer. À mon avis, il peut tenir bien plus longtemps que les États-Unis. Nous projetons notre puissance à 10 000 kilomètres de chez nous. L'Iran, lui, est sur place. C'est un avantage énorme. Iran is there. That is a tremendous advantage. Vous savez, l'usage de la force quand il n'est pas accompagné de diplomatie produit rarement autre chose que de la résistance. Et je pense que c'est exactement ce qu'on voit ici. Les États-Unis doivent trouver une meilleure approche. Et je soupçonne que, là où on va finir, c'est que l'Iran gardera le contrôle du détroit d'Ormuz. Il trouvera un arrangement avec les pays du Golfe pour gérer ça d'une manière qui ne soit pas trop contraignante. Il y aura des frais pour les services rendus. On ne les appellera pas des péages, mais dans les faits, ce seront des péages. Ces coûts seront répercutés sur les consommateurs, sur les raffineries qui reçoivent le pétrole et sur les installations, les entreprises qui importent le gaz du Golfe. Mais il va nous falloir un certain temps pour y arriver. On verra bien comment l'administration Trump réagira face à une crise énergétique qui se profile. L'Iran est déjà en crise. Les États-Unis, eux, n'en ressentent pas encore les effets. Il y a un autre aspect ici. L'Iran n'a jamais répondu par la même méthode au programme d'assassinat mené par Israël et les États-Unis. Mais maintenant, il menace de le faire. Et vous savez, il se peut qu'à Téhéran, certains disent que la seule façon de se débarrasser des États-Unis, c'est de leur faire ce qu'ils font à l'Iran, c'est-à-dire des assassinats, du sabotage, et ainsi de suite. Et je pense que c'est un jeu très dangereux. Oui, le ministère koweïtien de l'énergie a annoncé aujourd'hui que lors des attaques de missiles menées par les forces armées iraniennes, une centrale électrique et une installation de dessalement du pays avaient été touchées. Je pense que c'est justement maintenant que ces infrastructures sont cruciales, parce qu'il fait une chaleur extrême là-bas. Si on coupe l'électricité, on arrête aussi les usines de dessalement. Et là, c'est la catastrophe. C'est l'enfer. Quiconque connaît la région sait à quel point ces deux éléments sont essentiels. Absolument. Sans dessalement ou sans eau dessalée, un pays comme le Koweït, ou d'ailleurs Bahreïn, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ne pourrait tout simplement pas exister. Il n'y a pas de rivière et les nappes phréatiques sont presque épuisées. L'eau qui s'y trouvait a été déposée il y a environ 15 000 ans, profondément sous terre, et elle a été pompée pour l'agriculture et d'autres usages, du moins en Arabie Saoudite. Et vous savez, le Koweït dépend aujourd'hui davantage de ses investissements financiers que de son pétrole. Il n'a pas besoin d'exporter du pétrole, c'est un bonus. Mais il ne peut pas vivre sans électricité, sans climatisation, ni sans eau pour la consommation de sa population. Donc c'est très très dangereux, et je dirais même imprudent, d'étendre la guerre aux infrastructures civiles. Alors que les sociétés du côté arabe du Golfe dépendent entièrement de ces infrastructures pour leur simple survie. Oui, mais on se dirige vers ça. Et il semble que l'administration Trump, aujourd'hui, les médias israéliens parlaient de la guerre qui s'étendrait jusqu'au centre de l'Iran. Ça veut dire que les États-Unis vont frapper les infrastructures en avançant depuis l'ouest, depuis le sud,
pour atteindre le centre du pays. Ils l'ont déjà fait pendant les funérailles. 2 ponts ont été touchés à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais d'après ce que je comprends, c'est une forme de sabotage. Ce n'était pas une attaque directe, oui. Oh, really? No, I didn't know that. But that of course, is Non, another issue. je ne le savais pas. Ça, évidemment, c'est un autre sujet. Si les États-Unis en viennent à utiliser le sabotage, sans doute avec des forces spéciales, alors cela incite l'Iran à faire la même chose. Et il ne faut avoir aucun doute là-dessus. Je dirais qu'on n'a pas parlé du Liban parce que, comme vous l'avez très justement dit, l'Iran essaye de limiter cette guerre, de ne pas y entraîner Israël et de garder ce qu'il compte faire sur la question libanaise pour plus tard. Mais le fait est que, aussi bien Ansar Allah que le Hezbollah ont la capacité de mener des opérations clandestines, d'une forme ou d'une autre. Clandestine operations of one sort or another. They don't, I remember Non, ils ne le font pas. during the Gulf War of 1990, Vous savez, je me souviens pendant la guerre du Golfe, we were very concerned about en 1990-91, quand j'étais ambassadeur à Riyad, on était très inquiets des armes biologiques de Saddam Hussein ainsi que de ses armes chimiques. nuclear. Il y avait un débat pour savoir s'il avait vraiment un programme nucléaire efficace ou non, et il s'est avéré que non. Mais vous savez, on était préoccupés. Il y a même eu un rapport selon lequel 2 avions irakiens chargés d'armes biologiques, de l'anthrax, je crois, auraient tenté de descendre vers l'Arabie saoudite. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'un avion de chasse pour mener ce genre de guerre. On peut le faire à dos de chameau, à travers le désert. Vous savez, on peut le faire avec un être humain. Through the desert. You can do it with a human being. You can do it with, if you are, Si vous êtes le Hezbollah, vous pouvez faire appel à un kamikaze pour agir. Donc, entrer dans ce jeu du sabotage, avec l'emploi de commandos, ce n'est pas un affrontement que les Américains pourraient vraiment gagner. On risquerait sans doute de subir plus de dégâts. Il y a eu aux États-Unis quelques signes de préparatifs de sabotage sur certaines bases. Rien ne s'est produit, mais ça pourrait arriver. Vous voyez ce que je veux dire. J'aurais souhaité que l'administration Trump, qui donne ses ordres à l'armée américaine, y réfléchisse à 2 fois, qu'elle mesure bien les conséquences possibles. Parce que, quoi que nous fassions, les autres peuvent très bien le faire contre nous. because whatever we do, others can do to us. While they're fighting, Pendant qu'ils se battent, les forces iraniennes se battent aussi dans le détroit d'Ormuz. Elles surveillent également de près ce qui se passe entre le Liban et la Syrie. Hier, le conseiller du guide suprême iranien, par le biais de son bureau, a indiqué que l'Iran avait pris une décision et que tout le système politique et militaire était aligné sur cette décision. Il semble que cette décision ait été prise au sein du Conseil suprême de sécurité nationale. Si quelque chose se produit entre la Syrie et le Liban, ou si la Syrie décide d'attaquer ou d'agir contre le Liban, alors l'Iran frappera directement la Syrie avec des drones et des missiles. Syria directly with drones and missiles. Well, fortunately for them, I don't think Syria is going to do Eh bien, heureusement pour eux, je ne pense pas que la Syrie va faire quoi que ce soit. Et je sais que le ministre syrien des Affaires étrangères était à Beyrouth, où il a parlé avec le Hezbollah. Bachar, le président autoproclamé de la Syrie, a d'ailleurs été très clair. Il ne veut pas s'impliquer dans la situation libanaise. Donc, Israël continue d'attaquer la Syrie, mais la Syrie reste plutôt mesurée dans sa réponse. Et vous savez bien sûr, Israël a détruit la plupart des armes modernes de la Syrie, à l'époque où le pays était déstabilisé par la transition de pouvoir entre le régime Assad et l'actuel. Mais à mon avis, c'est un avertissement venu de Téhéran. Et je ne pense pas que qui que ce soit osera mettre Téhéran au défi sur cette question. anyone will call Tehran's bluff on this issue. There has never been a positive view. Il n'y a jamais eu de vision positive du côté de la direction iranienne depuis la Révolution, Monsieur l'ambassadeur. Depuis le premier guide suprême de l'Iran, puis le deuxième et maintenant le troisième, ils ont toujours soutenu qu'il n'y avait aucun intérêt à négocier avec l'Occident.
En réalité, ils parlent surtout des États-Unis, parce que selon eux, les Européens n'ont pas vraiment de rôle majeur à jouer au Moyen-Orient. Tout tourne autour des États-Unis et des politiques influencées par les Israéliens dans le système politique américain. Et on a l'impression qu'on en arrive à un point où, pour les Iraniens, je ne sais pas si vous avez vu le podcast de J.D. Vance avec Joe Rogan, il disait que la seule raison pour laquelle on fait tout ça, c'est une sorte de jeu politique. On essaye d'adoucir la position iranienne. Mais, franchement, je ne vois pas ça se produire en Iran. I don't see that happening in Iran. The opposite is happening, and it's entirely predictable. C'est exactement le contraire qui se produit, et c'était parfaitement prévisible. Mais, vous savez, je pense que vous soulevez un point très important. En diplomatie, la fiabilité, c'est la clé. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut surtout pas manquer à sa parole. C'est un principe très ancien. Il existe une expression latine qui signifie que les accords doivent être respectés, qu'ils doivent être appliqués. Et les États-Unis ont totalement échoué à respecter ce principe dans leur relation avec l'Iran, et peut-être aussi avec d'autres. Mais l'Iran est un cas extrême. And perhaps with some others as well, but Iran is an extreme case. First, you have the example of the JCPOA. D'abord, il y a l'exemple du JCPOA, le plan d'action global commun, l'accord sur le nucléaire auquel les États-Unis s'étaient solennellement engagés, que le Conseil de sécurité avait intégré au droit international, et que les États-Unis, sous Donald Trump, lors de sa première administration, ont ensuite déchiré unilatéralement. Donc aucun engagement à tenir la parole des États-Unis. Cela reflétait la conception très particulière que Donald Trump avait de l'autorité. Pour lui, si ce n'est pas lui qui a fait quelque chose, alors ce n'est pas contraignant et ça n'a aucun effet. Le fait que le gouvernement américain ait agi avant sa présidence n'avait à ses yeux aucune importance. Il pouvait rompre cet engagement, le rompre, et il l'a fait. Mais vous avez aussi le choix entre ces deux envoyés amateurs, un peu corrompus, Witkoff et Kushner, dont l'intérêt principal semble toujours être de se remplir les poches, de tirer un avantage personnel du rôle officiel qu'on leur a confié. Ils ont d'ailleurs participé à 2 reprises à une tromperie délibérée, en menant des négociations destinées à permettre une attaque surprise de l'armée. Et puis, il y a le comportement de Donald Trump à propos du mémorandum d'accord qui montre soit qu'il ne comprend pas ce document, soit que s'il le comprend, il n'a jamais eu l'intention d'en appliquer la moindre partie. La clause selon laquelle aucune des 2 parties ne devait menacer l'autre par la force, ni recourir à la force, a été immédiatement violée par Donald Trump. L'exigence d'agir face à l'agression israélienne au Liban a été immédiatement ignorée. Elle a ensuite été complètement violée par un accord négocié par Marco Rubio entre un gouvernement libanais très faible, sans réelle autorité, et Israël. Selon cet accord, Israël était autorisé à rester au Liban aussi longtemps qu'il le jugeait nécessaire. Une contradiction totale avec le protocole d'accord. La question de la gestion du détroit par l'Iran pendant 60 jours a, elle aussi, été déformée par une tentative américaine de détourner le processus et d'y inclure un rôle pour les États-Unis dans la gestion du détroit, ce qui n'était mentionné nulle part dans le protocole d'accord. Un nouvel élément, et ainsi de suite. Il est donc tout à fait naturel que l'Iran ait le sentiment que négocier avec les États-Unis ne sert à rien. D'ailleurs, l'Iran partage ce point de vue avec la Russie, qui a vécu une expérience similaire avec Witkoff et Kushner, et qui ne fait confiance à rien de ce qu'ils disent. La Russie est même passée par Anchorage pour rencontrer Donald Trump, apparemment pensant, que c'était un moment décisif dans les relations entre les États-Unis et la Russie. Et bien sûr, Trump n'a jamais donné suite à tout ça, quoi que ce soit, exactement. Et inutile de parler des Palestiniens, qui ont eux aussi toutes les raisons de se méfier des États-Unis.
Et donc, pour ajouter à tout ça, on a Donald Trump, hier soir, qui a lancé des accusations totalement infondées selon lesquelles le gouvernement chinois aurait d'une manière ou d'une autre manipulé les élections américaines. Alors même que sa propre communauté du renseignement, dans les documents qu'il a publiés depuis la Maison-Blanche, contredit clairement cette idée. En gros, une fois de plus, il cite des preuves documentées qui vont à l'encontre de ce qu'il essaie de démontrer. C'est exactement la technique classique du grand mensonge mis en pratique. Donc, si vous êtes à Téhéran, ce n'est pas irrationnel de se dire qu'il n'y a aucun intérêt à négocier avec les États-Unis parce que les États-Unis ne tiennent pas parole, manquent manifestement de sincérité et ne respectent pas les accords qu'ils signent. Et je sais qu'il y a un autre problème ici, bien sûr. C'est que Trump a établi dès son premier mandat le précédent, selon lequel il n'était pas légalement tenu par les décisions de ses prédécesseurs. Alors, si Donald Trump conclut un accord avec l'Iran et qu'une autre personne est élue en 2028, est-ce que cette personne respectera ce que Donald Trump aura signé, même si lui-même le respecte? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas agir à l'international de cette façon sans en payer un prix très lourd. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, aux États-Unis, au Moyen-Orient, où plus personne ne nous fait confiance. Ni Israël, ni l'Iran, ni les pays du Golfe. Ça me rend profondément malade et amer. Un responsable iranien a déclaré à Dropside que l'Iran avait calculé 9 milliards de dollars de bénéfices issus de manipulations de marché menées par des personnes proches de Trump, principalement Kushner et Witkoff. Il a officiellement demandé que 4 milliards et demi de cette somme soient attribués à l'Iran par l'intermédiaire de tiers, en précisant que la taxe sur les échanges finirait par faire partie du dossier historique. L'Iran a aussi envoyé un message privé à J.D. Vance pendant les discussions en Suisse, avertissant que Kushner et Witkoff détournaient les négociations, davantage intéressés par l'exploitation d'informations privilégiées pour en tirer profit sur les marchés financiers que par la conclusion d'un accord. C'est ce qui a été rapporté par les Iraniens. Et voici ce qu'a répondu J.D. Vance. J.D. Vance a réagi à ce rapport en disant « C'est complètement bidon. Je n'ai jamais reçu un message de ce genre. Si ça avait été le cas, j'aurais dit que Jared et Steve sont des membres de confiance de l'équipe du président et aussi de très chers amis. Personne n'a fait plus que d'eux pour œuvrer à la paix et à la prospérité dans la région. L'idée qu'ils profiteraient d'informations privilégiées est absurde. » Il a ajouté « Je vois passer pas mal de bêtises, et d'habitude je n'y prête pas attention. Mais Steve et Jared sont de vrais types bien, et je suis honoré de travailler avec eux. » Voilà, c'est... Eh bien, franchement, c'est quand même quelque chose, non? D'abord, on peut tout à fait comprendre pourquoi l'Iran voudrait discréditer Witkoff et Kushner. Ils ne leur doivent rien. Ensuite, il y a eu d'énormes manipulations sur les marchés du pétrole, du gaz et de la bourse, liées à ces soi-disant négociations, qui en réalité n'étaient pas des négociations, mais une médiation ratée du Qatar et du Pakistan. Alors, je ne sais pas si on parle de 9 milliards de dollars, mais c'est probablement dans ces eaux-là. Et il faut quand même reconnaître le culot de l'Iran, qui demande la moitié de cette somme. En gros, la moitié de ces fonds volés nous revient, parce que vous voyez, on faisait partie de la tromperie. Eh bien, vous savez, c'est vraiment assez incroyable. Ça montre à quel point on s'est éloigné de toute discussion sincère ou raisonnable. Quant au démenti de J.D. Vance, évidemment qu'il le nie. Je veux dire, c'est le vice-président de Donald J. Trump, et il ne peut rien faire contre Witkoff et Kushner. S'il se disputait avec eux, il perdrait parce que Donald Trump serait le juge.
Donc bien sûr qu'il va nier tout ça. Franchement, je trouve ça plus amusant qu'autre chose. I think this is more amusing than anything else. Yeah. But he's trying to J.D. Oui, Vance, mais il essaye de he's J.D. trying to- Vance. Il essaie de défendre sa position parce qu'il veut être candidat à la présidentielle en 2028. because he wants Et la raison pour laquelle il fait ça, you know, dites-moi, monsieur l'ambassadeur, quand vous regardez l'administration et la combinaison de toutes ces forces, est-ce que vous voyez une quelconque sincérité, une forme d'honnêteté dans cette administration? Ou bien est-ce que tout ça n'est qu'une question de tromperie et de manipulation? It's all about deceiving and manipulating. I'm afraid that's the case. You're J'en ai bien peur, oui. Vous avez tout à fait raison d'évoquer les ambitions présidentielles de J.D. Vance, qui vont de pair avec celles de Marco Rubio. Et souvent, les deux avancent dans des directions opposées. Mais la clé de leur réussite, c'est de garder la base MAGA. C'est ce groupe de fidèles convaincus de Donald Trump. Si Donald Trump venait à se désolidariser d'eux, à les critiquer, il n'aurait absolument aucune chance de gagner une élection en 2028. Alors tous les deux font très attention à leur attitude envers Donald Trump. Ils refusent de le critiquer ou de critiquer quiconque lui est proche, comme Kushner ou Witkoff. Witkoff, c'est un proche, et Kushner, c'est la famille, n'est-ce pas? Enfin bon, vous savez, les politiciens restent des politiciens. Même au Brésil, il leur arrive de temps en temps de mentir. I think even in Brazil, occasionally they lie. Oui. Mais je pense que les deux gouvernements, celui de Pung et celui de Pezeshkan, en arrivent tous les deux à la conclusion qu'il n'y a plus aucun moyen de négocier avec les États-Unis. There's no way to negotiate with the United States. Yeah, that's what I said. Diplomacy is dead. Oui, et c'est ce que j'ai dit. La diplomatie est morte. Maintenant, on est simplement dans une épreuve de force. Et on va voir qui tiendra le plus longtemps, qui pourra encaisser le plus de dégâts. Et je pense que c'est pour ça que s'en prendre aux infrastructures civiles, que ce soit par des bombardements ou par du sabotage, c'est extrêmement risqué, surtout pour les pays du Golfe. Mais j'ajouterais que Israël aussi dépend de la technologie de dessalement. Et tu as mentionné l'attaque, non pas sur Dimona, le réacteur ou l'installation nucléaire, mais juste autour. Ce qui montre que si l'Iran voulait la frapper, il le pourrait. Peut-être qu'il le fera. À un moment donné, le chemin qu'on suit semble presque inévitablement nous ramener à une reprise des frappes et contre-frappes entre Israël et l'Iran. Comment garder ça séparé? L'Iran frappe déjà des bases en Jordanie, et comme tu l'as dit, des abris, des hangars, des dépôts de munitions, des radars, des équipements de soutien de toutes sortes. À quel moment ces frappes vont-elles franchir le Jourdain? At what point do these strikes cross the Jordan River? When Donald Trump is Quand Donald Trump mène sa danse politique au Moyen-Orient et en Ukraine, comment la Chine perçoit-elle toute cette situation, monsieur l'ambassadeur? Quelle est, selon vous, la position actuelle de la Chine? their position right now? Well, they are true to their Eh bien, fidèles à leur tradition, ils ne veulent pas se mêler de tout ça. Ils préfèrent rester en retrait. Il y a un proverbe chinois qui dit « Assieds-toi sur la montagne et regarde les tigres se battre ». C'est une meilleure position que de se retrouver entre les tigres. Ils entretiennent donc d'excellentes relations avec l'Iran, de bonnes relations avec l'Arabie saoudite et avec les Émirats arabes unis. Ils ne veulent pas sacrifier ces liens. Ils avaient aussi une bonne relation avec Israël, mais elle est aujourd'hui assez ternie. Cela dit, ce sont des réalistes, et ils cherchent avant tout à défendre leurs propres intérêts. Et on peut être sûr que quand cette guerre sera terminée, ils joueront un rôle majeur dans la reconstruction de l'Iran. They will be major participants in the reconstruction of Iran. If we look at what was agreed in the MOU, Et si on regarde ce qui figure dans le protocole d'accord, pas ce qui a été approuvé, mais simplement ce qui est écrit, sans qu'il y ait eu d'accord, bien sûr, il est prévu que 300 milliards de dollars soient investis en Iran pour la reconstruction. La seule source possible, ce sont les pays arabes du Golfe. Autrement dit, il faut qu'il y ait un cadre économique commun. Et vous savez, certaines idées circulent déjà.
Par exemple, l'Institut Schiller, héritier du mouvement Larouche, propose un programme appelé le projet Oasis. Il prévoit une coopération économique, la construction de canaux, l'approvisionnement en eau, le développement agricole et la réduction des barrières commerciales en Asie de l'Ouest comme base pour la paix. Eh bien, vous savez, quand cette guerre sera terminée, quelque chose de ce genre pourrait voir le jour. Malheureusement, sans inclure Israël, car Israël reste attaché à l'idée de domination de ses voisins et non la paix avec eux. The subjugation of its neighbors, not peace with them. Israel could rediscover Judaism. Israël pourrait redécouvrir le judaïsme, qui n'est pas agressif comme peut l'être le sionisme, et une nouvelle architecture pourrait émerger. Et quelque chose comme le projet Oasis, qui a pu sembler un peu absurde dans l'atmosphère actuelle, où tout le monde est à couteau tiré dans la région, pourrait très bien devenir possible. Donc, il y a des plans, des réflexions, des idées. Il y a aussi des propositions sur une architecture de sécurité d'après-guerre dans le Golfe Persique, qui consisterait à séparer le Golfe et l'Asie de l'Ouest de toute tutelle, de tout parrain étranger, de toute grande puissance, de toute influence ou présence extérieure. Tout cela est en discussion, et qui sait, je pense qu'on est à un moment où certaines de ces choses pourraient vraiment devenir possibles. Je pense que ce que Donald Trump a réussi à faire avec les pays du Golfe est assez remarquable. Il est allé là-bas, il a reçu beaucoup de pots de vin, il a même reçu un avion du Qatar. Imaginez un peu. He received an airplane from Qatar, and just imagine. And right now, when he put out. Et en ce moment, quand il a annoncé qu'il allait imposer un péage de 20%, un nouveau système de péage dans le détroit d'Ormuz, il a ensuite dit non, ce ne sera pas un système de péage. Ils vont investir aux États-Unis à la place, au lieu de ce que nous faisons, de ce que nous essayons de faire, pour les aider à avoir un passage libre dans le détroit d'Ormuz. Ce qui d'ailleurs n'arriverait jamais. Mais voilà où nous en sommes. On en revient à la remarque immortelle de Marco Rubio, selon laquelle le but de la guerre serait de rétablir la situation d'avant la guerre. Franchement, jusqu'où peut-on aller dans le ridicule? Et quand Donald Trump dit, vous savez, l'Iran prend un petit pourcentage, moi je veux 20%, c'est typique de lui. C'est exactement pour ça qu'il n'a plus aucune crédibilité à l'international. Et je pense que sa crédibilité aux États-Unis va aussi en pâtir, après le discours qu'il a prononcé hier soir, qui honnêtement n'était que du baratin. Merci, Monsieur l'ambassadeur. C'est toujours un vrai plaisir. Oui, non, c'est jamais très agréable de parler de catastrophe, mais c'est ce qu'on finit toujours par faire. En tout cas, continuez votre bon travail et passez une bonne journée. Merci, Monsieur l'ambassadeur.